Bonjour, je vais vous présenter le cours de la sémiologie pondérale. C'est un cours très simple. Euh, je vais commencer par une petite introduction. Donc, euh, Commencer que le poids corporel est défini par quatre paramètres. Le tissu de soutien, le liquide extracellulaire, encore la masse active et le tissu adipeux. Ces quatre paramètres vont nous définir le poids corporel de chaque individu. Donc pour le tissu de soutien, on sait généralement, il est représenté principalement par les squelettes, le tissu conjonctif. Pour le liquide extracellulaire, c'est l'interstitium, encore le plasma. Pour la masse active, c'est essentiellement les muscles et le tissu adipeux qui est le réserve énergétique. Pour le tissu adipeux, on sait que l'homme représente, euh, ce tissu adipeux est représenté 15 jusqu'à 20% pour l'homme et à peu près 25% jusqu'à 30% pour la femme. On passe maintenant au poids normal. Donc, le poids normal, ou on dit le poids idéal, il est déterminé par rapport à trois paramètres: la taille, le sexe, l'âge et encore le corpuscule. J'ai trompé ces quatre paramètres. Donc, la taille, l'âge, le sexe et le corpuscule. On sait que les personnes âgées sont peser moins des personnes âgées, bien sûr. On dit que ces quatre paramètres s'influencent, voilà, sur le poids normal. Donc, on commence par le nourrisson et l'enfant. Tout simplement, le nouveau-né, il pèse à peu près 3 jusqu'à 4 kg et il mesure 50 centimètres. Donc, on dit euh, c'est un enfant normal. Voilà. Bien, c'est un nourrisson normal. Donc, nouveau-né, 3 à 4 kg, 50 centimètres. Plus de 4 kg, on dit c'est un macrosomie fœtale. Donc, la maladie des macrosomies fœtales, pour cette maladie, elle est caractérisée par un enfant bien nourrisson qui pèse plus de 4 kg. Donc on dit c'est un macrosome. Donc cet enfant est dit, ou bien ce nourrisson est dit un macrosome. Donc on sait que le nourrisson euh, va, va doubler son poids à la naissance. Donc il va doubler son poids plutôt à cinquième mois et le tripler en un an. Donc on dit que pour les parents que votre enfant pèse à peu près, plutôt votre nouveau-né pèse à peu près 3 à 4 kilos lors de sa naissance. Lorsqu'il il est en 5 mois, il va doubler son poids, il va le tripler dans un an. Voilà. Et encore, l'un des paramètres qu'on doit le prise en considération, c'est mesurer aussi le périmètre crânien. Le périmètre crânien, on mesure le développement du crâne chez le nourrisson. Ça va nous orienter vers des maladies, surtout des maladies euh, neuronales ou bien des développements qui sont trouvés chez le nouveau-né. Donc, je pense qu'on va voir tous ces détails dans le service de la pédiatrie en cinquième année, Inch'Allah. Et encore pour cette image, ou bien cette courbe, elle montre la la variation du poids en fonction de la taille et de l'âge et du sexe. Donc, par exemple, vous donnez euh, plutôt, voilà, la courbe, elle montre le changement de la taille euh, avec l'âge et du sexe. Par exemple, vous donnez l'âge de votre enfant et la taille, encore le sexe, vous déterminez le poids normal. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il pèse normal ou bien il a une surcharge en graisse ou l'inverse. Voilà. Ce type de courbe, on va les trouver dans les carnets des nouveau-nés. Donc, euh, Tout simplement, vous devrez connaître la taille et l'âge et je vois sur le carnet le poids. Est-ce qu'il est normal ou pas? Donc, voilà. Donc, cette courbe montre, je répète, cette courbe montre les variations du poids en fonction de la taille, de l'âge et du sexe. Donc,
il faut connaître la taille et l'âge de l'enfant et je vois sur le carnet le poids, est-ce qu'il est normal ou pas, et je vois son développement, je vois le développement de ce nouveau-né. Voilà. On parle maintenant chez l'adulte. Et bien, l'adulte, on peut mesurer le poids normal chez l'adulte par plusieurs méthodes. Et bien, la première méthode, c'est les mesures anthropométriques. Donc, les mesures anthropométriques, et bien, la première formule, c'est à reconnaître ou bien la mémoriser par cœur, c'est la formule de Lorentz. Et pour la formule de Lorentz, le poids est égal à la taille en centimètres moins 100 moins la taille moins 150 sur 4 pour l'homme ou 2 pour la femme. Bien sûr, on exprime la taille ou bien l'unité de l'expression du poids, c'est le kilogramme. Je répète, donc le poids, c'est la taille en centimètres moins 100 moins la taille moins 150 sur 4 pour l'homme et 2 pour la femme. Eh bien, on va ajouter à peu près 1 jusqu'à 2 kg pour les sujets au-delà de 20 ans. Donc, voilà, tout simplement. Donc, euh, la deuxième méthode qu'on peut mesurer euh, le poids d'un sujet adulte, mais elle est à peu près moins stricte, elle est moins stricte, c'est euh, la taille, elle est définie comme le nombre de centimètres au-dessus du mètre. Et bien, par exemple, une personne qui a à peu près 1,80 m de taille, 1,80 m de taille, et bien, le poids corporel, ou bien le poids idéal de cette personne doit être supérieur à 80 kg. Encore, on aura la troisième méthode, c'est l'indice de la masse corporelle, c'est l'IMS ou bien la BMI. La BMI. Donc là, l'IMS, elle est définie par le poids en kilogrammes sur la taille au carré en mètres. Donc, l'IMS, le poids en kilogrammes sur la taille au carré en mètres. Eh bien, cette formule n'est pas valable chez la femme enceinte. On sait à cause du bébé qui entoure l'utérus. Encore la femme qui a l'aile et l'hypertrophie musculaire sont les athlètes. Je répète. Donc la IMC, cette formule n'est pas valable chez la femme enceinte, chez la femme qui a l'aile et encore qui a l'aide plutôt et l'hypertrophie musculaire sont les athlètes. Euh, voilà. Donc ce tableau montre les différentes valeurs de l'IMS et leur signification. Ben, les personnes qui présentent un IMS qui est inférieur à 14,5, on dit c'est un patient qui souffre d'une dénutrition. Donc c'est une cachexie. Voilà. Donc si l'IMS est inférieur à 18,5, on dit c'est une amaigrissement. Et l'amaigrissement, le terme amaigrissement, on va le détailler plus tard, c'est une insuffisance pondérale. Donc, il faut savoir, il faut faire attention. Le migreur, ce n'est pas la même chose que l'amaigrissement. Donc, moins de 18,5, c'est un amaigrissement. Entre 18,5 jusqu'à 24,9, c'est le poids normal, c'est le poids idéal. Entre 25 jusqu'à 29,9, c'est un surpoids. Entre 30 jusqu'à 34,9, c'est une obésité modérée. Entre 35 jusqu'à 40, c'est une obésité sévère et supérieure à 40, c'est une obésité morbide. Donc, ce tableau à connaître, à apprendre par cœur. Encore, on mesure pour le sujet adulte le tour de taille ou bien le périmètre abdominal. Donc, le périmètre abdominal, on le mesure en utilisant un mètre ruban à mi-distance. On le met entre le rebord costal et l'épinélien antérieur supérieur sur la ligne médio-axillaire afin, à la fin d'une expiration normale sans faire la pression ou bien sans exercer la pression sur la peau. Je répète, le tour de taille ou bien le périmètre abdominal, on le mesure en utilisant un mètre ruban à mi-distance entre le rebord costal et l'épinélien antérieur supérieur sur la ligne médio-axillaire, donc à la fin d'une expiration normale, sans exercer une pression sur la peau. Donc il est inférieur à 84 cm chez la femme et inférieur à 102 cm chez l'homme. Donc ces deux valeurs
euh, sont trouvés chez les sujets normaux, donc les sujets présentent des poids corporels normaux. On passe maintenant aux pathologies. Donc les pathologies liées à la sémiologie bien pondérale sont soit liées au liquide extracellulaire, c'est l'interstitium et le plasma, ou bien la masse active qui est la masse grasse. Voilà. Donc pour le liquide extracellulaire, il est, il est dit d'installation brutale parce que le sujet, dans quelques jours, va présenter euh, ce, cette surcharge ou bien cette déséquilibre en liquide extracellulaire. Et bien, on aura deux types, les œdèmes et les déshydratations qu'on va les voir après. Pour la masse active, on dit que l'installation est progressive. Ces deux maladies sont l'obésité et l'amaigrissement qu'on va les voir maintenant. On commence par l'obésité. Donc la définition de l'obésité, c'est à connaître par cœur, c'est un excès de poids supérieur à 20% par rapport au poids normal, donc il dépend de la masse grasse et ce qui exclut les excès hydriques. Voilà. Donc je répète, la définition de l'obésité, eh bien, tout simplement, c'est un excès de poids supérieur à 20% par rapport à le poids normal, dû à l'augmentation de la masse grasse, donc ce qui exclut les excès hydriques qui sont les œdèmes et voilà, qui sont les œdèmes. Donc on passe maintenant à l'étude sémiologique. La première des choses, c'est l'interrogation. Donc un bon médecin, il fait une bonne interrogatoire, un bon interrogatoire. Et ben, les modalités de la prise de poids, on a tout d'abord l'âge de début. L'âge de début, donc on recherche à la naissance le poids corporel, donc le poids des visites médicales scolaires encore, le service militaire, les anciennes photos et les tailles vestimentaires successives. Ben, tout simplement, lorsque ça va nous orienter comment cette obésité, ce, cette obésité, ce type d'excès de poids, comment il est installé. Donc ça va nous orienter un peu. Donc une petite information hors sujet, c'est ce que on doit plutôt lutter contre l'obésité infantile, donc qui touche les enfants, parce qu'ils vont grandir comme ça. Et bien, tout simplement, les enfants qui sont obèses euh, dans l'âge scolaire ou préscolaire, et bien, tout simplement, ils vont continuer à développer plus d'adipocytes, euh, même en sujet adulte. Donc, c'est un problème. Euh, c'est un problème social, donc on doit lutter contre l'obésité infantile. Encore, on a dit que le mode d'installation est généralement progressif, mais il peut être rapide, en quelques mois bien sûr. Les circonstances, les circonstances déclenchantes, ou bien les facteurs déclenchants, cela veut dire les facteurs qui favorisent l'augmentation du poids, l'obésité. Voilà, on a euh, la première des facteurs sont le choc émotionnel ou affectif. Donc, par exemple, une personne, surtout se trouve chez la femme, par exemple, lors de la grossesse, ou bien la ménopause, ou bien la contraception ou la puberté. Donc, on aura un choc émotionnel ou affectif. Donc, dans cette période, on ne doit pas manger beaucoup parce qu'on aura probablement l'augmentation du poids. Encore la réduction de l'activité physique. Donc, surtout les sujets qui, euh, qui participent à la musculation, bien pratiquer la musculation, et bien, lorsqu'ils ils vont, ils, euh, ils remarquent que leur poids est diminué, donc on aura une diminution du poids, et ben tout simplement, ils vont manger plus, euh, ils vont augmenter du poids, et cela est la cause principale de la réduction de l'activité physique. Bien sûr, les personnes qui, euh, pro- qui prennent beaucoup de tabac ont la tendance à augmenter du poids. Encore, les traitements par les médicaments, le cortisone, les antidépresseurs et encore les neuroleptines, et bien tout simplement, ces différents types de médicaments vont provoquer des obésités. Voilà.
Encore, on aura parmi, euh, parmi les critères de l'étude sémiologique, on parle le comportement alimentaire. Donc, soit il est quantitatif ou qualitatif. Lorsqu'on parle du trouble quantitatif, c'est la polyphagie. Donc, la polyphagie, une personne polyphagie, poly veut dire mange beaucoup, mange, poly, veut dire tout simplement beaucoup. Donc, Rollo, on dit que la personne mange beaucoup par élévation du seuil de satiété. Voilà. Pour les troubles qualitatifs, c'est la compulsion alimentaire. La compulsion alimentaire, c'est tout simplement euh, il ne peut pas supporter sans consommer du sucre. Donc il a la tendance de consommer un aliment sucré euh, tout le temps. Voilà, c'est la compulsion alimentaire. On a encore le grignotage. Donc le grignotage, c'est le sujet mange sans arrêt de petites quantités. Donc ces deux troubles qualitatifs peuvent provoquer des, on dit pas, maintenant on ne dit pas l'augmentation du poids, l'augmentation du poids, mais on dit tout simplement, puisqu'on a, euh, on sait le terme scientifique, donc on dit directement l'obésité. Donc le grignotage, on a dit que le sujet mange de petites quantités hors de repas, bien sûr, en dehors de repas, voilà, donc sans arrêt. Donc on dit que ces deux types, la compulsion alimentaire et le grignotage, sont des réflexes de défense contre l'anxiété. Voilà. Donc les personnes qui veulent consommer des aliments glucidiques ou bien mangent de petites quantités euh, en dehors des repas, eh ben, faut tout simplement penser que ces personnes sont inquiétées, sont en, en anxiété. Voilà. La boulimie, c'est quoi la boulimie? La définition de la boulimie, c'est en dehors de toute faim, donc l'ingestion de grandes quantités, c'est inversement au grignotage, qui est l'ingestion de petites quantités. Donc, la boulimie en dehors de toute faim, donc on aura l'ingestion de grandes quantités. C'est le symptôme d'une décompensation psychique grave. Voilà. Donc, la boulimie, donc pour les personnes, ils sont, ils sont pas faim, tout simplement, mais quand même, ils mangent une très grande quantité. Donc, on aura une décompensation psychique qui est grave. On aura encore les dépenses énergétiques, c'est l'activité professionnelle, donc encore la profession, le sport. Donc, on sait que la consommation des aliments pour les personnes sportives n'est pas la même pour les personnes qui ne pratiquent pas du sport. Et encore, l'enquête psychologique, on sait que la psychologie ou bien le moral va nous aider à stimuler euh, à simuler l'appétit ou bien on veut pas manger. Voilà. Donc l'enquête psychogène et encore les antécédents familiaux. Donc, par exemple, une famille qui est tout obèse, donc vous trouvez que leur enfant ou bien le patient que vous êtes en train de le traiter, donc il est tout simplement obèse. Donc c'est une forte probabilité que les enfants soient obèses. Donc on ne peut pas négliger les antécédents familiaux. On passe maintenant aux examens cliniques. Donc je vous dis que ces définitions, la polyphagie, la compulsion alimentaire, encore le grignotage, la boulimie, sont à comprendre, sont à apprendre par cœur. Pour l'examen clinique, on a quatre objectifs. C'est apprécier le degré de la surcharge pondérale. Donc, on a parlé de l'obésité modérée et l'obésité sévère. On en parlait déjà, ça je passe rapidement. Et on détermine le type de l'obésité. Donc, soit on aura une obésité androïde, donc androïde ensemble tout simplement à un 9. Ou bien l'obésité gynoïde, voilà, elle touche, on va parler, on va définir les deux obésités maintenant. Donc pour l'obésité androïde,
Bien sûr, les deux obésités touchent l'homme ou bien la femme. Donc pour l'obésité androïde, elle touche la partie supérieure du corps et encore la paroi abdominale. Donc l'obésité androïde, on dit c'est une obésité en pompe. Voilà. Bien sûr, les personnes qui sont obèses sous androïde, veut dire ils sont androïdes, donc ils sont exposés aux maladies liées à l'obésité, ils sont exposés aux maladies plutôt plus grave que l'obésité, ou bien les personnes qui présentent l'obésité gynoïde. Donc, lorsque vous trouvez la personne est obèse dans la partie supérieure du corps, bien la paroi abdominale, donc il faut penser directement aux maladies, soit cardiovasculaires, soit diabétiques, soit euh, etc. Donc, on dit que ces personnes androïdes sont exposées euh, aux maladies, aux différentes maladies euh, d'un pourcentage plus grand que les personnes gynoïdes. Donc, on dit que les personnes androïdes, on a dit que ensemble à 9 bien en pompe. Donc, on voit que les personnes androïdes, l'obésité est dite en pompe. Voilà. Contrairement à l'obésité gynoïde, qui touche bien principalement la ceinture pelvienne, le bassin, les hanches plutôt, et encore, euh, et encore le membre inférieur, c'est principalement la cuisse. Donc, l'obésité gynoïde est dite obésité en, en poire, voilà, c'est l'obésité en poire. Donc, les personnes présentes en obésité en poire, tout simplement. Voilà. Et le troisième type, on aura une obésité mixte qui est globale, qui est généralisée. On aura un type d'obésité qui est caractéristique, c'est l'obésité cushingoïde. Eh bien, c'est une obésité fascio-tronculaire. Donc, il a la face qui est rond et encore le tronc. Donc, ça touche le tronc et encore la face qui est rond. Donc, on dit que c'est une obésité cushingoïde. Cushingoïde, voilà. Pour les signes accompagnateurs de cette obésité, eh bien tout simplement, plutôt en général, les signes accompagnateurs des différents types de l'obésité, c'est les vergitures. Donc le terme vergiture, c'est tout simplement, euh, c'est, comment dirais-je en français, je ne sais pas, mais en général, c'est c'est un morceau c'est que tout simplement العصا اللي يضربوا بها l'animal, voilà, les animaux, voilà. Donc le verge, voilà. Donc euh, lorsque vous تضربوا les animaux bien, et ben ça va laisser des verges ou bien des traces. Donc tout simplement les vergetures sont des stries qui sont longs, qui sont larges, qui sont blanchâtres ou rougeâtres. Donc se trouvent ou bien se localisent au niveau de l'abdomen, des cuisses, les seins et le sein pour la femme qui est enceinte. Bien, les personnes qui présentent ces vergetures, c'est un signe majeur d'une installation rapide de l'obésité. Donc, il faut la connaître. Donc, je répète, les vergetures, la définition, des stries, longues, larges, blanchâtres ou rougeâtres. Donc, elles touchent l'abdomen, les cuisses, les seins pour la femme enceinte. Donc, c'est un signe majeur d'installation rapide de l'obésité. Et encore le deuxième signe accompagnateur, c'est la cellulite. C'est quoi la définition de la cellulite? Eh bien, c'est un épaississement de la peau, donc la peau devient épaisse. Elle prend l'aspect d'une pompe d'orange, plutôt la peau d'orange. Donc, elle se localise au niveau de l'ange et encore les cuisses. Je répète, la cellulite, ben, tout simplement, c'est un épaississement de la poche. Donc, elle prend l'aspect d'une peau d'orange. Donc, elle touche l'ange et les cuisses. Donc, on aura des complications à cause de l'obésité. Mécanique, on commence par la mécanique, c'est l'arthrose. Donc, lorsque la personne présente une obésité, quel que soit le type, et bien tout simplement, vous dites au patient, vous risquez d'avoir une arthrose des hanches et des genoux.
et des troubles de la statistique, les troubles de la statique vertébrale. Eh bien, des petites informations sur l'arthrose, c'est une maladie articulaire, donc arthrose liée aux articulations, qui traduit la dégénérescence du cartilage articulaire sans infection ni inflammation. Voilà. Donc l'arthrose, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'inflammation, elle touche les articulations. Donc on dit c'est une maladie articulaire. La cause, c'est la dégénérescence du cartilage articulaire. Ou bien la personne euh, qui est obèse, les personnes obèses vont présenter des complications respiratoires telles que l'insuffisance respiratoire chronique et peut réaliser le syndrome de Pickwick qu'on va le voir en détail après dans la symiologie respiratoire. Pour les complications métaboliques, donc la personne, on a dit, peut présenter des diabètes, athérosclérose, les gouttes, l'hyperlipidémie, etc. Bon, ben, tout simplement, la goutte, c'est une maladie causée par l'accumulation de l'acide urique dans l'organisme. Donc, elle touche plus beaucoup les personnes qui mangent beaucoup de viande. Voilà, une petite information sur la goutte. Donc, la goutte, c'est l'accumulation de l'acide urique dans les différentes parties du corps. Donc, elle touche principalement les gens qui mangent beaucoup de viande. Voilà. On passe maintenant aux causes de l'obésité. Donc les causes, soit elle est constitutionnelle, soit elle est psychogène, soit elle est endocrinienne, c'est le syndrome de Cushing. On aura une hypercortisisme, donc on aura une hypercortisisme, donc euh, une hypersécrétion du cortisol. Voilà, la maladie du Cushing, elle est caractérisée. Je vais vous donner un petit rappel. Donc, le syndrome de Cushing plutôt est caractérisé. C'est une maladie qui est dite primaire. Donc, on aura euh, un problème ou bien euh, un obstacle ou bien c'est une maladie primaire parce qu'elle touche la surrénale, exactement la cortico-surrénale. La cortico-surrénale, donc on aura des problèmes au niveau de la cortico-surrénale. Donc le syndrome de Cushing est caractérisé essentiellement par une hypercortisisme, cela veut dire une hypersécrétion du cortisol, une HTA, donc les personnes qui présentent ou bien qui souffrent du syndrome du Cushing vont avoir une HTA, encore euh, euh, les personnes présentent une tachycardie et pas mal. Et bien sûr, l'obésité est dite, elle touche le membre supérieur. Eh bien, les membres inférieurs sont très fins, contrairement au membre supérieur qui est gonflé, qui présente une masse grasse très importante. On continue par les causes, on continue les causes des obésités, on aura encore les causes neurologiques liées à la diencéphale, par exemple le traumatisme crânien, bien la tumeur cérébrale, etc. Donc les causes à connaître par cœur. On passe maintenant aux œdèmes. C'est quoi les œdèmes? Eh bien tout simplement, lorsqu'on parle des œdèmes, c'est tout simplement en arabe, c'est الماء كما نقولوا الماء في الجلد. Voilà. Donc l'eau se présente dans l'interstitium. Voilà. Donc la définition des œdèmes, c'est une infiltration sous-cutanée, donc avec une rétention hydrique. Donc euh, lorsqu'on parle, on parle des œdèmes lorsqu'on aura une surcharge du poids, ou bien une prise de poids quotidienne qui est égale ou supérieure à 500 grammes, donc directement. Si le patient augmente du poids chaque jour par 500 grammes, et bien tout simplement, vous dites au patient, vous avez des œdèmes. Mais probablement, ces œdèmes peuvent être cachés. Où est-ce qu'on peut trouver ces œdèmes? Eh bien, on faut savoir où est-ce que se localisent ces œdèmes. Voilà. Donc, on aura deux types de sièges. Soit elles sont localisées, soit elles sont généralisées. Donc, lorsqu'elles sont localisées, eh bien, tout simplement, où va nous chercher, où on peut chercher ces œdèmes. Voilà. Euh, Lorsqu'elle est localisée, c'est au niveau des régions d'Iclive. D'Iclive, tout simplement, veut dire basse. C'est lorsque le sujet est debout dans les régions malléolaires. Cela veut dire la cheville. Donc, vous cherchez les œdèmes au niveau de la cheville, encore la jambe,
la face interne du tibia, la jambe veut dire la face interne du tibia. Pour les sujets couchés, c'est la région lombaire et la face interne des cuisses. Ou encore les régions où le tissu cellulaire il est lâche, il est tout simplement relâché, il est lâche, il est en arabe c'est marché, voilà. Donc c'est la paupière tout simplement c'est la partie supérieure de l'œil, c'est euh, voilà la partie supérieure de l'œil et encore le dos de main. Donc, lorsqu'elle est localisée, les régions d'actifs, c'est pour le sujet debout, c'est la région malléolaire, c'est le cheville, la jambe, c'est tout simplement la face interne du tibia. Pour le sujet couché, la région lombaire, qui est, et encore la face interne des cuisses, ou là, tout simplement, ou le testiculaire qui est lâche, c'est les paupières et le dos de main. Pour les sujets, lorsque les œdèmes sont généralisés, ils sont bilatéraux et ils sont systémiques, symétriques plutôt. Donc, pour le tableau d'Anna Sachs, pour le tableau d'Anna Sachs, voilà. Donc, on dit l'association des œdèmes généralisés et des épanchements séreuses, pleurales, hydrothorax et encore péritonéal et des acides. Donc, on dit c'est l'apparition des œdèmes dans des séreuses. Donc, on aura des œdèmes généralisés plus des épanchements. Donc, on dit qu'il y a une apparition des œdèmes dans les séreuses. Ben, tout simplement pour les pleurales, hydrothorax, péritonéal, les acides, on va les voir en chapitre de la sémiologie respiratoire et en sémiologie digestive. L'aspect. Donc, l'aspect des œdèmes, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, à l'inspection, vous trouvez une augmentation du volume de la région. Ben, la région malléolaire ou bien la région de la jambe, vous la trouvez, elle est augmentée de taille, elle est augmentée de volume. La peau elle devient lisse parce que tout simplement, la peau devient tirée. Donc, puisque la peau il devient tirée, la peau elle devient lisse, luisante. Donc, on aura un effacement des saillies et des méplats. Donc, tous les saillies que vous allez trouver, par exemple, dans des patients qui ne présentent pas des œdèmes, et bien tout simplement, pour les personnes qui présentent des œdèmes, ces saillies, ces méplats, ils vont s'effacer. À l'inspection, tout simplement, le terme inspecter veut dire teftish. Vous allez bien apprendre ces notions avec le temps. À la palpation, donc on dit palper, c'est tout simplement toucher. Vous allez trouver le signe de godet. Donc tout simplement, c'est quoi le godet? C'est tout simplement un verre. Voilà. Le terme godet veut dire un verre. Lorsque vous appliquez un verre sur la peau, eh bien vous laissez une trace. C'est la même chose. Le signe de godet, c'est tout simplement laisser une trace. Lorsque vous appuyez avec la main sur la peau du patient qui présente des œdèmes, eh bien vous laissez des une empreinte tout simplement bien voilà une empreinte sur la peau, c'est le fameux signe de Godet. On passe maintenant à euh, à l'aspect bien la cause l'aspect euh, l'aspect des œdèmes, eh bien, tout simplement il est focalisé sur la cause et l'ancienneté de ces œdèmes. Et bien lorsqu'on parle des causes, on a deux types, rénal et hépatique. Rénale ou bien hépatique ou bien cardiaque. Lorsqu'elle est de type rénal, les œdèmes ils sont dits blancs, ils sont mous, ils sont indolores et gardent bien le godet. Donc tout simplement, blanc, mou, indolore et gardent bien le godet. Lorsque la cause elle est cardiaque, donc on dit euh, les œdèmes sont rouges violacés. Donc le patient présente des œdèmes qui sont, donc ces parties des œdèmes, ils sont dites rouges violacées, ils sont fermes, ils sont douloureux. Donc lorsque vous touchez le patient, eh ben, ça va provoquer, il vous dit que ça en fait douloureux. Et encore preuve, mal, le godet veut dire garde pas le godet. Donc c'est à connaître. Rénal ou hépatique, c'est blanc, mou, indolore, garde bien le godet. Cardiaque, c'est rouge violacé, ferme, douloureux et garde pas le godet. Pour l'ancienneté, voilà, lorsqu'elle est récente ou bien elle est ancienne. Lorsqu'elles sont des œdèmes récents, ils sont tout simplement mous, ils gardent bien le godet. Mais lorsqu'elles sont anciennes, c'est tout simplement, elles sont fermes et douloureuses. C'est tout simplement très simple.
on a parlé la cause et l'ancienneté de l'aspect des œdèmes. Mais maintenant, on va parler des causes des œdèmes, soit rénales, hépatiques ou bien cardiaques. Lorsqu'on parle des problèmes rénaux, c'est le syndrome néphritique et encore la glomérulonéphrite. Donc, ben, tout simplement, il faut suspecter, il faut éliminer les maladies euh, l'un après l'autre. Ben, tout simplement, vous donnez des bilans, je ne sais pas, vous donnez des, des tests, etc. Et ben, lorsque la personne ne présente pas des problèmes rénaux, des maladies rénales, et ben, vous dites que les causes de ces œdèmes, ce n'est pas le rein. Donc, le rein est intact. Pour les hépatiques, c'est tout simplement principalement la cirrhose et pour les cardiaques, sont l'insuffisance cardiaque globale et l'insuffisance cardiaque droite. Je pense, premièrement, pour éliminer ces œdèmes, on pense directement aux obstacles ou bien aux maladies ou bien les cardiopathies. Parce que tout simplement, lorsqu'on élimine les maladies cardiaques, euh, parce qu'en général, les œdèmes sont causés par les maladies cardiaques. Ben, tout simplement, le médecin va suspecter directement les causes cardiaques. Lorsqu'il élimine les causes cardiaques, il va euh, vers les causes hépatiques euh, et rénales. Voilà. On passe maintenant à un autre type des œdèmes. C'est un cas particulier, c'est le myxœdème. C'est quoi la définition de myxœdème? C'est une infiltration des téguments. Ben, tout simplement, le terme tégument, euh, c'est tous les tissus qui forment ou bien enveloppent les différents organes. Voilà. Voilà. Donc, les téguments, tout simplement, c'est les différents tissus qui enveloppent autour des divers organes, le cœur, les reins, les poumons, etc. En général, les membres aussi, etc. Voilà. Donc, on dit que cette infiltration, elle est de type mycoïde. Donc, le terme mycoïde, c'est tout simplement, la mycoïde, c'est un sucre, c'est un type de sucre. Lorsque le patient présente des myxœdèmes, ben, tout simplement, il aura une insuffisance thyroïdienne, c'est l'hypothyroïdie. Donc, les personnes qui présentent des myxœdèmes qui sont des infiltrations des téguments de type mycoïde, ben, tout simplement, il faut penser à l'hypothyroïdie. On a terminé avec les surcharges en poids par les œdèmes et l'obésité. On passe maintenant aux déficits pondéraux qui sont difficiles dans la masse grasse ou bien active, c'est l'amaigrissement, et pour les liquides extracellulaires qui est la déshydratation. Eh bien, tout simplement, l'amaigrissement, c'est la définition à connaître par cœur. C'est une perte de poids en rapport avec la diminution de la masse grasse. Perte de poids en rapport avec la diminution de la masse grasse. Donc, il faut faire la différence entre amaigrissement et la migraine. Plutôt la maigreur. La migraine, je parle de la migraine parce qu'on est en troisième trimestre. Vous allez voir la migraine en sémiologie neuronale. C'est un chapitre très intéressant. Donc, allez tout doucement. Donc, pour l'amaigrissement, euh, on a dit le diagnostic différentiel de l'amaigrissement. Donc, vous devrez encore s'habituer avec le terme diagnostic différentiel. Parce que lorsque le patient présente une maladie, donc vous étudiez une maladie avec les caractéristiques, avec sa sémiologie, et bien tout simplement, vous aurez des autres diagnostics différentiels donc, que le médecin doit les connaître afin de ne pas tromper. Voilà. Donc, l'amaigrissement, le diagnostic différentiel de l'amaigrissement, c'est le même migreur. Et bien, la personne mais qui présente une migreur, et bien, tout simplement, c'est une insuffisance pondérale qui est normale, qui est non pathologique, qui est constitutionnelle, donc qui est physiologique. Voilà. Donc, la personne, voilà. La migreur, c'est une insuffisance pondérale non pathogène qui est normale, qui est physiologique, c'est un état constitutionnel. Donc, on dit que ce patient a ce poids, ce type de poids, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis l'adolescence. Voilà. Donc, si vous allez rechercher des photos ou bien vous, vous, vous demandez au patient de, vous demandez au patient le poids qu'il a dans un certain âge, dans l'adolescence, dans l'enfance, puis lorsqu'il a devenu adulte, eh ben, vous trouvez que la personne est toujours
migre, maigre plutôt. Donc, vous dites que c'est un état physiologique, c'est un état constitutionnel, c'est un état non pathologique. Donc, vous dites que c'est très stable, c'est très, c'est très normal. Eh bien, le patient encore va présenter aucun trouble, ni cardiaque, ni respiratoire, ni rénal, etc. Donc, voilà. L'amaigrissement, on a dit, c'est le perte de poids en rapport avec la diminution de la masse grasse. On passe maintenant à l'étude sémiologique, c'est l'interrogatoire tout simplement. Je vous dis et je vous répète que les bons médecins vont faire une bonne anamnèse, un bon interrogatoire. Voilà. Donc la rapidité et l'importance quantitative de la perte de poids. Donc euh, vous, euh, vous interrogez votre patient euh, comment cette perte de poids est, est, est vue, comment vous avez perdu ce poids, dans quelle période et encore est-ce qu'elle est rapide ou pas. On a encore un symptôme associé important, c'est l'anorexie. Tout simplement, l'anorexie, c'est la perte d'appétit. Et encore, il vous dit probablement que euh, récemment, je ne peux pas manger, je ne mange pas bien, je suis très, je suis très très stressé probablement. Et d'autres signes associés, ce sont les troubles digestifs. Eh bien, lorsque la personne présente des vomissements, donc vous allez trop détailler, vous allez les détailler, ces troubles digestifs, dans le chapitre de la sémiologie digestive. Donc, probablement, le patient vous dit que lorsque je mange euh, un, un repas, bien quelques types d'aliments, les chocolats, bien les différents fruits secs, ben, vous dire que je souffre des nausées, des vomissements, je peux pas supporter ce type d'aliments. Donc, tous ces, ces, ces différentes interrogatoires vous orienter vers un amaigrissement, tout simplement. Et encore, l'examen clinique. Pour l'examen clinique, c'est on apprécie, on apprécie voilà, la pédoncule adipeux, ben, tout simplement la pédoncule, la définition de la panicule adipeux. Donc la panicule adipeux, c'est une couche adipeuse située sous l'épiderme, donc ayant une fonction isolante de réserve et de réserve énergétique. Donc on dit que la panicule adipeux, c'est une couche adipeuse située sous l'épiderme, donc la fonction, bien leur rôle, c'est l'isolement du milieu extérieur et encore la, euh, euh, le réserve énergétique. Eh bien, les personnes qui présentent un amaigrissement, la peau, elle est flasque. Donc, elle est trop grande pour le corps, surtout visible au niveau des bras, et encore des cuisses et l'abdomen. Donc, vous devrez connaître ce panicule adipeux. Sa définition, c'est tout simplement, on aura la peau flasque, on aura la peau qui est trop grande pour le corps. Donc, par exemple, la personne présente une densité très mince euh, de l'os, voilà. Mais il présente en même temps une couche, euh, une couche adipeuse, une couche de peau qui est très grande pour la peau. Donc vous suspectez un amaigrissement. Et encore, vous cherchez ce panicule adipeux tout simplement au niveau des bras, des cuisses et de l'abdomen. Encore, il faut apprécier la masse musculaire au niveau des bras et au niveau des mollets. Donc les personnes, bien sûr, qui présentent des, une masse musculaire qui est diminuée, ou bien qui est à peu près bas, donc on dit que il faut suspecter un amaigrissement. On passe maintenant aux causes de l'amaigrissement. Ben, tout simplement, cet état pathologique qui est le perte de poids. Pourquoi euh, les patients euh, là euh, pourquoi les patients euh, la présentent. Voilà. Donc l'amaigrissement avec anorexie, anorexie plutôt, et son anorexie. Ben, tout simplement, l'anorexie, on a dit la perte de l'appétit. Donc lorsque la personne vous dit que je ne mange pas, j'ai plus d'appétit, donc il faut penser aux origines, bien aux causes psychogènes, c'est la dépression nerveuse, ou bien digestive, c'est l'ulcère tout simplement, c'est l'ulcère, c'est tout simplement l'augmentation de l'acidité au niveau de la paroi gastrique,
ou bien au niveau de l'estomac tout simplement, ou bien des maladies générales, il faut penser à la cancer, ou bien la tuberculose, etc. Pour les personnes qui présentent des amaigrissements avec conservation de l'appétit, donc le patient vous dit que je mange bien, je mange toujours mes repas dans des horaires très, euh, très, comment dirais-je, très stable, voilà, très stable. Donc vous dit, je mange toujours, j'ai de l'appétit, je mange toujours bien. Donc vous suspectez que la personne présente une augmentation de la dépense énergétique, c'est une hyperthyroïdie. Eh bien, tout simplement, les personnes qui présentent une hyperthyroïdie, ils ont euh, toujours une hypercatabolisme, un hypercatabolisme, donc ils dégradent tout. Ils dégradent les lipides, ils dégradent les cholestérol, il dégrade les protéines encore, donc il aura moins de masse musculaire, moins de tout simplement moins du poids. Et bien, il faut suspecter tout simplement, il faut penser à l'hyperthyroïdie ou bien les médicaments. Donc les médicaments, par exemple les extraits thyroïdiens, et ben, ou bien les amphétamines, euh, donc les amphétamines, tout simplement, ils sont utilisés par les sportifs pour devenir hyperactifs. Donc lorsque les personnes euh, utilisent les amphétamines ou bien les extraits thyroïdiens, il faut penser à un amaigrissement sans anorexie. Pour les pertes digestives, eh ben, tout simplement, le patient peut vous dire je suis je souffre d'une diarrhée qui est chronique, eh bien, tout simplement, euh, lorsque la personne ou bien le patient présente une diarrhée chronique, eh bien, tout simplement, vous suspectez, vous pensez que ce patient euh, élimine toujours tout ce qu'il mange. Voilà. Bon, pas tout ce qu'il mange, mais en général, euh, une grande quantité euh, de vitamines, des aliments glucidiques ou bien lipidiques, etc. Et il faut penser encore aux maladies générales qui est le diabète. Insulinon, insulinon prive, voilà, le diabète. On passe maintenant aux des états de déshydratation. Bien, le terme déshydratation, déshydraté veut tout simplement nashif, comme on dit en arabe, nashif, ou la jaf, etc. Voilà. Donc la définition à connaître toujours par cœur, c'est une diminution qui est dite brutale du secteur liquidien extracellulaire et parfois euh, associée à l'intracellulaire. Donc diminution euh, brutale du secteur extracellulaire, parfois associée à l'intracellulaire. Voilà, on commence par l'extracellulaire, qui est une perte d'eau et de sodium. Donc les déshydratations extracellulaires, euh, avant que j'oublie, donc vous allez détailler euh, un peu sur euh, les différentes types de déshydratation dans le module de la physiopathologie. Donc je vous conseille de maîtriser bien la sémiologie et vous allez bien comprendre la physiopathologie tout simplement. Voilà. Donc, la déshydratation qui est dite extracellulaire se trouve se localise plutôt au niveau de l'interstitium ou bien le plasma. Donc, on aura une perte d'eau, une perte de sodium. Donc, on sait que l'eau et le sodium, plutôt le sodium, l'eau suit le sodium. Donc, lorsqu'on on a par exemple, une hypernatriurie, ben, tout simplement, on suspecte que l'eau suit le sodium parce que tout simplement, on dit que la personne peut provoquer, bien peut euh, avoir des pertes d'eau parce qu'on sait que l'eau suit le sodium. Donc la déshydratation extracellulaire, c'est une perte d'eau et de sodium. Donc elle s'accompagne d'une hypovolémie. Ben, tout simplement, lorsque les vaisseaux sanguins sont pauvres en eau, sont pauvres en eau et de sodium, ben, tout simplement, on aura une hypovolémie. Et lorsqu'on aura une hypovolémie, et ben, tout simplement, on aura des troubles rénaux parce que les artères, ils sont moins irrigués. Voilà. Ben, tout simplement, ces détails sont pour la physiopathologie. Vous allez voir en physiopathologie. On passe, nous, ce qu'on nous intéresse, c'est l'étude sémiologique. Eh bien, les personnes qui sont déshydratées
bien les personnes qui présentent une déshydratation extracellulaire, eh ben, la peau, elle perd de son élasticité normale. Ben, la peau du patient, elle perd son élasticité normale. Donc, on aura euh, la peau, on aura moins entre le pouce et l'index. Donc, entre le pouce et l'index, on aura moins de l'élasticité et encore garde le pli. Donc, lorsqu'on garde, on fait le signe de Godet, ben, tout simplement, elle garde le signe de Godet. Donc, on suspecte une déshydratation extracellulaire. Donc, on recherche cette perte de peau aussi entre le pouce et l'index et au niveau de la face interne des cuisses et dans la région sous-claviculaire. Voilà. On aura une hypotonie des globes oculaires. Donc, on voit que les yeux sont cernés, sont, comment dirais-je, sont cernés veut dire sont creusés, voilà, dans le globe oculaire. Donc, on aura une hypotonie des globes oculaires, donc les yeux cernés. On aura une hypotension artérielle et une tachycardie. Ben, tout simplement, les personnes qui présentent une hypovolémie, donc on aura une hypovolémie, ben, tout simplement une hypotension artérielle, euh, voilà, et donc on aura la tachycardie, et ben, tout simplement le cœur va battre, il va augmenter la fréquence cardiaque afin d'essayer d'adapter ou bien d'augmenter la tension artérielle. Encore, on aura des oliguries, donc la personne ou bien le patient perd les urines, perd une très petite quantité des urines et on aura le perte de poids à peu près plus de 500 grammes par jour. Les causes, soit on aura des fuites rénales, soit on aura des pertes digestives. Lorsqu'on pense à fuite rénale, on aura une natriurèse qui est élevée, donc on aura une hypernatriurie qui est élevée à peu près 2 grammes, supérieure à 2 grammes par jour. Donc on dit c'est une insuffisance rénale chronique. Donc vous suivez votre patient, donc lorsqu'il présente une polyurie, une hypernatriurie élevée qui est à peu près 2 grammes par jour, donc vous suspectez directement une insuffisance rénale qui est dite chronique. Pour les pertes digestives, donc soit le patient présente des vomissements ou bien des diarrhées, ben, tout simplement à cause des vomissements et des diarrhées, donc il peut provoquer des déshydratations extracellulaires et ben, tout simplement lors des pertes digestives, la natriurie elle est basse, donc elle est moins de 500 mg par jour. Donc on dit le rein fonctionne bien, mais il a des problèmes digestifs. Pour la déshydratation intracellulaire, c'est une urgence. Donc c'est une urgence parce que le patient est déshydraté en extracellulaire, puis en intracellulaire. Donc on dit euh, que c'est une urgence thérapeutique. Voilà. Donc vous devez hydrater votre patient rapidement, le plus tôt possible. Donc la déshydratation intracellulaire est dite rarement isolée, le plus souvent associée à l'extracellulaire. Donc les signes qui présentent le patient, euh, donc il dit que je, je souffre d'un soif intense, une sécheresse des muqueuses, mais tout simplement la la muqueuse jugale, c'est au niveau de la peau, donc au niveau de la joue, donc on met le doigt en dedans de la bouche. Normalement, elle est humide, mais lorsque le patient présente une déshydratation intracellulaire, donc on trouve que la muqueuse jugale, elle est sèche. Voilà. Une polypnée, une polypnée, donc la polypnée, tout simplement, le patient présente des augmentations de la fréquence respiratoire et encore une fièvre centrale. Donc la fièvre centrale, elle est dite non infectieuse, mais tout simplement, elle est dite centrale. Voilà. On aura des troubles de la conscience et on aura des pertes de poids. Donc, troubles de la conscience parce que tout simplement, le cerveau a besoin d'une
quantité importante de l'eau pour se fonctionner d'une façon normale. Et encore, le perte de poids. Pour les personnes qui présentent une déshydratation globale, donc c'est l'association d'une déshydratation extra- et intracellulaire. C'est tout simplement vous suspectez à des pertes digestives importantes. J'espère que l'enregistrement vous satisfait. Et bien tout simplement, si j'ai trompé, ben, tout simplement c'est à cause de la charge des cours. J'essaie maximum de simplifier le cours. Euh, Si vous avez d'autres informations, bien des explications données par des profs ou bien des nouvelles informations, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Merci.